Aujourd'hui, je suis dans ce magnifique décor du Nouveau-Mexique parce que je viens de terminer un séminaire en compagnie du docteur Bruce Lipton. Bruce Lipton, vous le connaissez fort probablement parce qu'il est pionnier dans le monde de l'épigénétique. Vous le connaissez peut-être un peu mieux à travers tous ses livres, soit La biologie des croyances, Évolution spontanée ou encore L'effet lune de miel, tous publiés aux éditions Ariane. Le docteur Bruce Lipton est mondialement reconnu comme un leader de la nouvelle biologie. Cette biologie dont vous entendrez de plus en plus parler parce qu'elle prône le rapprochement de la science avec la spiritualité, de la matière avec l'esprit. Comme il l'explique, et contrairement à ce qui est enseigné officiellement dans nos écoles aujourd'hui, nous ne sommes pas les victimes de nos gènes. Nous sommes le produit de notre environnement, autant intérieur, ce qui veut dire nos pensées, nos croyances, nos émotions, par exemple, que notre environnement extérieur. Il insiste sur le fait que nous avons tous le pouvoir de guérir, de nous guérir, et que nous avons tous le pouvoir de transformer notre vie, mais à des conditions bien précises. Entre autres, parce que notre conscient et notre subconscient apprennent de manière complètement différente. C'est avec beaucoup de gratitude que je vous partage aujourd'hui cette précieuse conversation. Il est dit que le vrai pouvoir réside dans la connaissance. Alors, à votre tour, partagez ces informations autour de vous, car elles sont précieuses et très puissantes. Bruce, pouvez-vous me dire qu'est-ce que la nouvelle biologie a à voir avec notre mieux-être, avec notre joie de vivre et avec notre résilience? Depuis les années 1950, on nous a enseigné que notre vie est contrôlée par nos gènes. Affirmer cela signifie que nos gènes s'allument ou s'éteignent à leur gré, qu'ils contrôlent notre caractère, notre comportement et la qualité de notre vie. Lorsqu'on dit cela aux gens, ils peuvent croire qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur vie, mais qu'elle est plutôt contrôlée par leur hérédité. Si je leur demande « Avez-vous un libre arbitre, une liberté quelconque ?», ils me répondent que non, que tout est déjà programmé, que leur vie est déjà programmée par leur génétique, leur maladie, leur longévité, autant que leur capacité à être heureux. Je leur dis que si c'était le cas, ce ne serait pas leur vie, mais un programme qui s'exécute sans qu'ils ne puissent rien y faire. Alors si quelque chose ne va pas dans notre vie, on croit qu'on n'est pas responsable, que c'est notre programme qui a un problème. Donc, on aura recours à un médecin et on lui dit que notre système ne fonctionne pas bien. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas en bonne santé. On lui demandera s'il peut nous réparer, ajuster la mécanique. Tout cela est basé sur une croyance qui est fausse, celle voulant que nos gènes s'actualisent eux-mêmes, comme on le dit en anglais, qu'ils s'allument, qu'ils s'éteignent et se contrôlent par eux-mêmes, qu'ils dirigent notre vie au détriment de notre volonté. Alors si notre vie ne se déroule pas comme nous le souhaitons, si nous ne sommes pas heureux, on prétendra que ce n'est pas de notre faute, que nous n'y pouvons rien, que nous n'en sommes pas responsables, que nous sommes victimes de nos gènes. Eh bien, cette idée est complètement fausse. Les gènes ne contrôlent pas tout. Les gènes sont des plans, des modèles, comme lorsqu'on construit une maison. Si vous allez chez un architecte et que l'architecte vous montre des plans, si vous lui demandez « Votre plan pour ma maison se met-il en marche ?» et quand s'arrête-t-il? L'architecte vous répondrait « Mais voyons, quelle idée! Ce ne sont que des plans. » Voilà exactement ce que sont les gènes, des plans. Ils ne s'allument pas et ne s'éteignent pas. Ce que vous devez réellement savoir, c'est qui lit le plan. Qui est l'architecte de votre vie? Parce que c'est l'architecte qui prend en charge le plan, les gènes. Il s'avère que c'est notre conscience, notre esprit qui sélectionne les gènes. Et si nous changeons nos croyances, nous changeons notre esprit. Nous changeons toute notre biologie. Dans un sens, si vous n'êtes pas en bonne santé et que vous me dites que vos gènes en sont la cause, je vous répondrai que votre vie n'est pas en harmonie.
Votre façon de vivre n'est pas en harmonie. Si vous changez votre manière de vivre, si vous changez votre manière de penser, vous pouvez changer complètement votre santé. Et les gens me disent, « Ah, vous croyez que c'est l'esprit qui contrôle tout ?» Et je leur réponds, « Oui. » En fait, nous connaissons depuis une centaine d'années ce qu'est l'effet placebo. Vous me donnez une pilule et vous me dites que cette pilule va me guérir, alors j'y crois. Je prends cette pilule et je vais mieux. Plus tard, vous me dites que cette pilule, ce n'était rien que du sucre. Alors si ce n'était pas cette pilule qui m'a soigné, qu'est-ce qui m'a guéri? C'est la croyance que la pilule allait me soigner. C'est donc la croyance que j'ai par rapport à cette pilule. Donc la pilule physique, n'a rien fait. C'est mon esprit, ma croyance qui ont agi. Et tout le monde appelle cela l'effet placebo. C'est quand même merveilleux, car cela démontre le pouvoir de l'esprit sur la santé. Ce n'est pas la pilule, mais bien l'esprit qui est en cause. On croit que l'effet placebo est en lien avec la pensée positive. Oui, c'est vrai, mais j'aimerais dire que c'est aussi le cas pour les pensées négatives, qui elles aussi ont un effet. Contrairement à la pensée positive qui peut vous guérir, une pensée négative peut créer n'importe quelle maladie dans ce monde. Une pensée négative peut créer le cancer. Une pensée négative peut causer le diabète. Une pensée négative peut créer une crise cardiaque. Mais personne ne parle des pensées négatives. Tout le monde ne parle que des pensées positives et ceci pour moi est un problème. Si votre vie ne va pas bien, la première chose qu'on regardera, ce sera le fonctionnement de votre corps. Mais est-ce qu'on se demande quelle est la nature de vos pensées? Comment sont vos pensées? Est-ce que vos pensées sont positives ou plutôt négatives? Vivez-vous dans la peur? Est-ce que vous vivez une vie qui ne vous convient pas? Êtes-vous incapable de trouver un partenaire? Êtes-vous incapable de vous réaliser? Et vous continuez de penser que vous n'y arriverez pas. Ce sont des pensées négatives. Une pensée négative est aussi puissante qu'une pensée positive, mais travaille dans la direction opposée. Les pensées positives peuvent guérir et les pensées négatives peuvent créer n'importe quelle maladie. Et vous pouvez même mourir à cause de pensées négatives. Pourquoi est-ce si important? Parce que les gens ne comprennent pas que leurs pensées créent leur vie. Alors ils ont toutes sortes de pensées. Certaines sont positives, mais la majorité sont négatives. Alors si vous nourrissez majoritairement des pensées négatives, que pouvez-vous attendre de votre biologie? Rien de positif. Une biologie positive provient de pensées positives, placebo. Les pensées négatives, en science, on appelle cela nocebo. Nocebo. Cette fois-ci, les pensées sont de nature négative. Cela signifie que vos pensées annulent votre santé. Des pensées positives vous donnent de la santé. Des pensées négatives annulent votre santé. Il faut alors se demander combien la vie d'une personne normale est positive ou négative. Il s'avère que 70% de nos pensées sont négatives et répétitives. Oh mon Dieu! Si l'on a plus de pensées négatives que de pensées positives, c'est comme si on ingérait du poison. Une pensée négative équivaut à du poison et une pensée positive équivaut à la guérison. En somme, si vous désirez vraiment contrôler votre santé, la première chose à faire est de contrôler vos pensées et si vous arrivez à le faire, vous aurez du pouvoir sur votre vie. Il y a une nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique. L'ancienne science s'appelle la génétique. Cela se ressemble, mais en réalité, elles sont différentes et amènent une révolution. Quelle est la différence? Lorsqu'on parle d'anciennes manières de penser, c'est lorsque je dis qu'un caractère est sous le contrôle de la génétique. Dire que les gènes sont la cause d'un comportement ou d'un caractère, c'est l'ancienne façon de penser. Maintenant, on dit que le caractère est sous le contrôle de l'épigénétique. On pourrait penser que c'est la même chose. Contrôle génétique, contrôle épigénétique, mais non, ce n'est pas le cas. Épi veut dire au-dessus. Lorsqu'on dit qu'un trait de caractère, que ce soit une maladie ou quelque chose de sain, est sous le contrôle de l'épigénétique, on veut dire par là que c'est un contrôle qui se situe au-dessus des gènes. Épi veut dire au-dessus. Donc, ce contrôle ne se situe pas dans les gènes. Non, c'est une ancienne croyance. C'est faux de penser cela. C'est l'esprit et l'environnement qui contrôlent les gènes. Et ceci fait une grande différence. La vieille histoire racontait que les gènes se mettaient en route et s'arrêtaient, et qu'on n'avait aucun contrôle là-dessus.
Mais maintenant, on sait que ce sont notre environnement et notre esprit qui contrôlent nos gènes. Parce qu'il y a deux environnements, un à l'extérieur et un à l'intérieur. Oui, et l'esprit contrôle les deux. J'ai des sensations dans mon corps, mon esprit ressent ces émotions, mais mon esprit reçoit aussi les informations sur ce qui se passe à l'extérieur de moi. Donc mon esprit contrôle mon comportement à partir de l'intérieur, mais il le contrôle aussi de l'extérieur. Si je dis à mon esprit « je ne peux pas faire cela », si je pense que je ne suis pas capable, et qu'ensuite j'essaie de faire quelque chose, mon esprit me dira « non, tu ne peux pas faire ça, c'est bien à l'extérieur. Mais pourquoi suis-je incapable de le faire? » Tout simplement parce que mon esprit me confirme que non. Et ceci est le plus important, car c'est révolutionnaire. Voici pourquoi. Si c'était les gènes qui contrôlaient notre vie, pensez-y attentivement. Avons-nous choisi les gènes que nous avons? Non. Est-ce que nous aimons les gènes que nous avons, car ils nous donnent nos traits, car ce sont eux qui nous forment? Je sais que je préférais un meilleur gène pour mes cheveux, car mon gène des cheveux n'est pas super. Est-ce que c'est moi qui ai choisi ce gène? Non, je l'ai reçu. En comparaison, c'est la même chose avec notre vie. Tout comme nos cheveux, elle n'est pas sous mon contrôle. Je n'ai rien choisi. J'ai tout reçu et donc je ne suis pas libre dans ma vie, car elle a un programme génétique. Ceci reflète la vieille manière de penser. La nouvelle manière de penser est que les gènes sont contrôlés par l'environnement et nos croyances. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que je peux changer mon environnement, je peux changer mes croyances. Donc je deviens soudainement la personne qui peut contrôler ma génétique. Je n'aime pas ce qui est là, alors je peux transformer mes croyances et transformer mes gènes. Ceci est très puissant, car la croyance que la plupart des gens ont est qu'ils sont des victimes. Oh, c'est la faute de ma génétique. Oh, c'est à cause de mes gènes si j'ai le cancer. Non, les gènes ne causent pas le cancer. Il n'y a aucun gène qui cause le cancer. Le cancer est causé par un manque d'harmonie dans notre vie, un manque d'harmonie avec notre environnement. Et si j'ai un cancer, est-ce que cela signifie que mes cellules sont stupides? Bien sûr que non. Les cellules sont en train de nous dire que nous ne vivons pas en harmonie. Le cancer est un symptôme et non une cause. La cause, c'est de ne pas être en harmonie avec l'environnement, de ne pas avoir un esprit positif. Cela est la cause. Et le résultat, c'est le cancer. Donc le cancer n'apparaît pas par lui-même. Le cancer survient parce que je ne vis pas une vie saine, heureuse et harmonieuse. Voici pourquoi il est important de savoir cela, car le cancer n'est pas créé par les gènes, mais plutôt par la manière dont nous vivons. Je dois aussi ajouter que si le cancer est causé par la manière dont nous vivons notre vie, il est donc possible de stopper le cancer en changeant la façon dont nous vivons. Et oui, c'est pour cette raison que nous sommes puissants. Alors sommes-nous les victimes de notre hérédité? Oh, il y a des cas d'Alzheimer dans ma famille. Il y a des cas de diabète dans ma famille. Il y a des maladies cardiovasculaires, des cancers, et j'ai hérité de ces gènes. Est-ce que je vais contracter tout cela? Ma réponse est la suivante. Seulement si vous ne vivez pas dans l'harmonie et le bonheur. Voilà d'où viennent les maladies. Donc, les gènes ne sont pas la cause de nos maladies. Non, seulement 6 maladies majeures sont causées par les gènes, comme par exemple l'hémophilie ou la maladie de Tay-Sachs. Il n'y en a que 6. Toutes les autres maladies proviennent de la combinaison de plusieurs gènes, et non pas d'un seul. Et les gènes répondent aussi à la façon dont je vis ma vie. Donc c'est ma vie qui active plusieurs gènes, et non pas un seul. Et tout à coup, je tombe malade. Il n'y a pas un seul gène qui cause le cancer. Le cancer, par exemple, cela prend au moins 12 gènes pour déclencher un cancer. Et à la fin, 200 gènes seront impliqués dans ce cancer. Ce n'est pas un gène qui cause le cancer. Il n'y a aucun gène qui cause le cancer. Vous devez avoir tous ces gènes. Et vous devez aussi activer plusieurs choses différentes. Et il est important de prendre conscience que nous sommes responsables de notre santé. Et certaines personnes n'aiment pas entendre cela. Non, ils préfèrent aller chez le médecin, chez le docteur.
Je sais, et de là vient tout le problème, car on se dit, ce n'est pas de ma faute, je suis le patient et je veux que le médecin me guérisse. Lorsque j'entends cela, je leur dis, vous avez créé cette maladie, car vous êtes la personne qui pensait et qui vivait dans cet environnement, qui ne vous aide pas. Un environnement malsain crée un corps malade. Des pensées malsaines créent un corps malade. Des pensées positives, placebo, créent un corps en santé. Ah, donc je ne suis pas une victime de mes gènes. Je suis victime de mes croyances et de mon environnement. Et c'est difficile à accepter qu'on est responsable de ces maladies. Je sais, c'est pour cela que parfois, lorsque je fais des conférences et que je commence à dire que nous sommes responsables de nos maladies, les gens s'objectent et me disent « Oh non, je ne suis pas responsable de ma maladie !» Ils n'acceptent pas cela. À ce moment, je leur réponds qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient responsables de leur maladie et que s'ils ne le savaient pas, comment pourrais-je les blâmer? Si je vous explique comment une chose fonctionne et que vous ne suivez pas les instructions, vous avez alors un problème. Mais personne ne vous a dit comment cela fonctionnait auparavant. Par contre, si je fais quelque chose sans savoir que cela me fait du tort, comment pourrais-je en être responsable? Personne ne m'en a informé. Ce qu'on nous a dit depuis des années concernant les gènes était faux. Et si je dis aux gens, les gènes se mettent en marche et les gènes s'arrêtent, je leur dis qu'ils ne sont responsables de rien, que ce sont les gènes les grands responsables. On a donc programmé les gens depuis 50 ans. Ne vous inquiétez pas, les maladies sont causées par les gènes et non par vous-même. Finalement, cette histoire était fausse et nous devons maintenant renverser cette croyance. Je vais donner un exemple. Des mots du genre honte, victime, blâme sont des mots qui ont une signification très spéciale. Coupable. Puis-je me blâmer d'être malade? Si on ne m'a jamais enseigné comment survient une maladie, comment pourrais-je être blâmé de cette situation? Par exemple, si j'ai une voiture à conduite manuelle et que je vous donne les clés en vous demandant d'aller au village. Une fois à l'auto, vous me dites « mais je ne sais pas conduire manuellement » et que je vous dis « démarre, allez ». Vous conduirez par coups, avec difficulté, et puis vous m'appellerez pour me dire que la voiture est brisée. « Oh, vous avez brisé ma voiture !» Non, vous n'êtes pas responsable. Vous ne saviez pas comment conduire la voiture. Je ne vous ai pas dit comment la conduire. Je vous ai juste dit de prendre l'auto. Si la voiture se brise, vous n'êtes pas coupable. Bien sûr que non. Vous ne pouvez pas être coupable. Vous ne saviez pas conduire la voiture. Je ne peux pas vous blâmer. Imaginez maintenant qu'une personne dise « Ah, j'ai le cancer ». Pourquoi la blâmer si elle ne savait pas ce qui causait le cancer? Comment accuser ou blâmer une personne qui, même accidentellement, ne savait pas ce qui causerait cette maladie? Il ne faut pas se sentir coupable ou honteux d'être malade. « Oh mon Dieu, je me suis donné le cancer !» Mais non, vous ne savez même pas comment ce cancer a bien pu arriver. Comment pouvez-vous éprouver de la honte? Comment pouvez-vous vous blâmer? Vous sentir coupable, vous sentir victime? Ces mots, et ceci est important, ces mots sont basés sur le fait que vous saviez comment cela fonctionne, que vous décidez de faire autrement. Si vous connaissez quel est le bon chemin à prendre, et que vous décidez de faire autrement, que vous décidez personnellement de faire quelque chose de différent, alors là, vous êtes coupable. Si vous savez comment cela fonctionne, si vous connaissez ce qui est bon pour vous, et que vous en décidez de faire autrement, alors maintenant, on peut parler de culpabilité ou de blâme. Mais si on ne sait pas comment traiter notre corps, que personne ne nous a jamais dit comment nos pensées nous affectent, que personne ne nous a dit de quelle façon notre environnement joue un rôle important et comment il nous affecte, alors vous pouvez utiliser les mots honte, blâme, culpabilité, victime. Ils prennent leur sens et peuvent être utilisés lorsqu'une personne sait comment ça fonctionne. Et malgré cela, elle décide d'agir autrement. Ah, à partir de ce moment, vous êtes responsable. Pourquoi c'est si difficile de changer, même quand on veut vraiment changer? Principalement parce que personne ne nous a dit comment nous créons la maladie et comment nous pouvons transformer la maladie. Donc si personne ne vous a enseigné cela, vous n'avez pas les instructions, vous n'êtes pas sensibilisé à cela, vous ne savez ni comment ni pourquoi. Comment pouvez-vous vous attendre à faire les choses différemment? Ce dont nous avons besoin, c'est la connaissance. Voici une phrase très importante. Savoir, c'est pouvoir. Voici la phrase, mais dite autrement. Une absence de savoir est une absence de pouvoir.
Si vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas le pouvoir. Voilà où est le problème. Nous n'informons ni le patient, ni quiconque de l'existence de ces nouvelles connaissances. Lorsqu'on n'a pas le savoir, on n'a pas le pouvoir de changer notre vie. Nous vivons une période importante parce que ces nouvelles connaissances émergent et ces nouvelles informations ne peuvent plus être l'apanage des médecins. Tout le monde doit savoir, parce que chacun d'entre nous créons constamment notre vie. Mais nous ne le savions pas. Mais à partir du moment où nous savons comment cela fonctionne, nous devenons responsables. Et pour savoir comment, on doit savoir comment notre conscient et notre subconscient fonctionnent ensemble. Oui, c'est tout à fait vrai. Si vous ne savez pas que vos pensées créent la chimie de votre corps et que cette chimie se propage ensuite dans votre corps et votre sang et que cette chimie contrôle vos gènes, vous ne savez donc pas que vos pensées contrôlent vos gènes. Nous commençons à reconnaître comment nous interagissons avec le monde, quelles sont nos croyances face à ce monde. Tout cela crée des réactions chimiques. Par exemple, les émotions sont de la chimie. Si vous avez peur, vous allez ressentir la chimie de la peur dans votre corps. Et ces réactions chimiques vont se répandre dans votre corps. Alors que si vous êtes en amour, cette réaction chimique sera différente. Oh, c'est tellement beau! Le sentiment de beauté ou de peur proviennent de la chimie de votre cerveau et cette chimie provient de vos pensées. Si je change mes pensées, je change la chimie de mon corps et par conséquent, la qualité de mon sang. Si j'émets des pensées négatives, je crée une chimie négative en moi et cette chimie négative est celle qui active les gènes qui me rendent malade. Cette chimie peut être la cause de ce qui me tuera, qui créera les gènes qui causent le cancer. Vous comprenez que mes pensées créent la chimie de mon corps, que celle-ci s'infiltre dans mon sang, ensuite dans mes cellules, et finalement active ou non les gènes. Donc, le contrôle n'est pas dans les cellules et dans les gènes, mais le contrôle est dans mes pensées et mes croyances. Qu'est-ce que je pense du monde? Comment j'interagis avec celui-ci? Tout cela change notre biochimie. Nous savons ce que les émotions comme l'amour, la peur ou la colère font à l'intérieur de nous. Nous le ressentons. Nous nous sentons différemment pour chacune d'entre elles. Comment se fait-il que je me sente ainsi lorsque j'ai peur? Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion ainsi? Parce que la chimie de mes pensées se propage dans mon corps tout entier. Et alors tout mon corps expérimente cette peur ou cet amour. Comment mon corps expérimente-t-il ceci? Grâce à la biochimie du cerveau, qui va dans notre sang et qui ensuite contrôle notre comportement et finalement la génétique de nos cellules. Changez vos pensées et vous changerez la chimie. Changez la chimie de votre corps et vous changerez votre biologie. Vous avez entendu parler des rémissions spontanées en médecine. Une rémission spontanée, c'est lorsqu'une personne a un cancer, par exemple, qu'elle est très malade, presque mourante. Mais quelque chose se passe dans sa vie soudainement et le cancer disparaît. C'est ce que nous appelons la rémission spontanée. Est-ce que c'est de la magie ou un miracle? On ne sait pas. Lorsque vous changez vos pensées, vous changez la chimie de votre corps. Si vous vivez tous les jours dans la colère, la peur et l'inquiétude, et que vous créez dans votre corps autant de chimie de peur et de stress, c'est bien cela qui cause le cancer. Et soudainement, vous rencontrez votre médecin et il vous dit « Je suis désolé, vous avez le cancer. » Et tout à coup, vous vous dites « Oh mon Dieu, peut-être que ma vie n'est pas si heureuse que cela. Peut-être que ma vie me rend malade. Peut-être que je devrais changer ma vie. » Alors cette personne qui reçoit ce diagnostic se dit « Ma vie n'a pas été si belle que ça, je vais laisser aller tout ce stress. Je vais quitter mon emploi, partir en vacances et relaxer. » Alors devinez quoi? Ils se débarrassent de tout ce stress, ils sortent et profitent de la vie, et lorsqu'ils reviennent, il n'y a plus de cancer. Est-ce de la magie ou un miracle? Cela peut ressembler à un miracle, mais c'est nous qui avons créé cette guérison lorsque nous nous sommes dit « Je ne veux plus de ce stress. » Parce que vous savez, le stress est la source première des maladies. Alors si je mets fin à tout ce stress, la biochimie du stress s'arrête instantanément et disparaît. Et lorsque la chimie du stress s'arrête, je change mon comportement et ma génétique. Je peux donc avoir un cancer lorsque je subis du stress et lorsque le stress disparaît. Le cancer s'en va aussi. Et nous appelons cela une rémission spontanée.
Comment vous êtes-vous guéri? Vous avez changé vos pensées, qui ont changé la chimie qui va dans votre sang et qui affecte vos gènes. Est-ce que c'est vrai que plus de 95 de nos pensées, de nos croyances sont inconscientes? Absolument. Et voilà pourquoi il est très important de comprendre ceci. Nous parlons de l'esprit, comme s'il n'y en avait qu'un. Mais en fait, il y en a deux. L'esprit conscient et l'esprit subconscient. Sub veut dire en dessous. Donc subconscient veut dire agir sans penser, sous la conscience. Mon cœur bat sans que je n'ai besoin de lui dire quoi faire. Mes poumons respirent sans que j'en ai conscience et je ne contrôle pas cela. Donc certains de mes comportements fonctionnent sans que je n'ai besoin de contrôler cela. Alors, combien de mes comportements relèvent de mon subconscient? Des programmes que j'ai reçus de mes parents, qui m'ont enseigné comment vivre, des programmes qui proviennent des écoles ou de la communauté où je vis, car j'observe comment ils vivent et je reproduis leurs comportements. Alors s'ils ne vivent pas en harmonie, et que vous apprenez cela, et que vous répétez le même programme, vous ne vivrez pas en harmonie. Vous vous demandez d'où proviennent ces programmes. Sachez qu'au cours des 7 premières années de votre vie, les programmes de votre subconscient s'installent en observant votre mère et votre père. On observe plus précisément comment ils répondent à la vie, comment ils agissent et se comportent. Comme une caméra vidéo, on enregistre ce qu'ils font. Et maintenant que j'ai installé ce programme en moi, j'agis de la même façon que ma mère ou mon père le faisait. Ça, c'est le subconscient. J'ai enregistré ces programmes avant l'âge de 7 ans en les observant, tout simplement. Et puis tout à coup, j'adopte les mêmes comportements. Même quand on est dans le ventre de notre mère? Le comportement commence à s'enregistrer durant le dernier trimestre, au cours des 3 derniers mois avant la naissance de l'enfant. Le cerveau enregistre ce qui se passe dans le monde. Comment un fœtus qui se trouve à l'intérieur du ventre de sa mère peut-il enregistrer un programme? La maman interagit avec le monde. Son cerveau produit des réactions biochimiques et contrôle son comportement, contrôle sa vie, selon ce qu'elle voit. C'est elle qui voit le monde. Le fœtus ne peut pas le voir. Mais le fœtus sait si le monde est sécure ou non, parce que le sang de la maman qui contient la chimie de ses émotions et de ses hormones ira dans le placenta, et alors le bébé va réagir aux mêmes émotions et aux mêmes hormones. Mais le bébé ne peut pas voir ce qui se passe. Tout ce qu'il sait, c'est si c'est sécure ou non à l'extérieur. Est-ce que la maman est en colère? Parce que le bébé reçoit les mêmes éléments chimiques que ceux qui ont causé les émotions chez la maman, et ainsi le bébé apprend ses émotions. Si la maman a une habitude, un schéma comportemental, les mêmes réactions chimiques circuleront chaque fois qu'elle adoptera le même comportement. C'est un enregistrement, comme une partition qui rejoue les mêmes notes encore et encore. Donc le fœtus, lisant ces réactions chimiques, émotionnelles et hormonales qu'il reçoit, se dira « Oh, c'est le même programme qui se répète et se répète. » Le fœtus le reconnaît et se dit « Je connais ce modèle. C'est comme une chanson que j'ai entendue tellement souvent que je peux la chanter moi-même maintenant. » Le fœtus apprend le comportement de sa maman à travers la chimie de sa maman. Mais le fœtus ne voit pas ce qu'il se passe. Il sait seulement si c'est une chimie heureuse, une chimie de peur, une chimie de tristesse, une chimie de colère. C'est tout ce que le bébé peut ressentir. Colère, joie, tristesse, mais il ne sait pas pourquoi. Mais si la maman vit toujours dans la peur, cela donne comme indication au fœtus que le monde extérieur n'est pas rigolo, ni bienveillant. Tout cela parce que la mère a toujours peur. Donc le bébé qui ressent cela se dit « Mais que se passe-t-il dans ce monde à l'extérieur ?» Et le bébé a déjà peur, même avant de naître. Mais la peur, c'est de la chimie, c'est des émotions. Donc le bébé vit déjà dans la peur avant sa naissance. Que se passera-t-il donc après sa naissance? Il va vivre dans la peur une fois qu'il sera né. Et cette peur, qui est de la chimie et de l'émotion, contrôlera la vie de ce petit enfant. Ce bébé ne connaissait pas la peur, jusqu'à ce que la maman ait répondu à cette peur et qu'elle ait maintenu ce sentiment de peur en elle, car le bébé est comme un appareil d'enregistrement.
Il a enregistré en lui la chimie de la peur. Il ne sait pas de quoi il a peur, il sait juste que ce n'est pas sécure à l'extérieur.